Je vois la trombe, elle se déplace relativement peu, elle reste là. Il y a le défilé des avions qui est en train de se faire et à un moment, je vois le P-47 qui passe devant. Bon, bah, j'ai mitraillé. Ouais, je suis assez content. Ouais. Debout là-dedans. C'est Lâcher Solo, Frédéric Marsali au micro. Bienvenue pour ce nouveau Lâcher Solo qui va être essentiellement consacré à un retour sur le meeting de l'affaire TALé qui a eu lieu il y a 15 jours maintenant. Mais on va commencer par un petit peu d'actualité. On va parler un petit peu d'avions jaunes dans un premier temps, puisqu'il y a deux actualités importantes et ça me paraissait assez important pour en parler. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité de la semaine et de la semaine dernière, donc l'affaire commence, je crois que c'est jeudi que j'ai été averti de ça. Il y avait journée presse sur la base de la sécurité civile à Nîmes. Mais à la fin des émissions, il y a eu un événement. Les salariés de Sabena Technics qui sont affectés à la mission de piste et de maintenance des Canadair ont déclenché un mouvement de grève parce que leurs négociations avec leur patron sur la façon dont allait se passer la saison à venir n'aboutissait pas. Donc ils ont fait un court mouvement de grève qui a duré, je crois, 24 heures. Notamment une pierre d'achoppement sur les primes, sachant que les gens qui s'occupent des Canadair l'été, de la Sabena Technics, l'été, quand les avions reviennent de mission, qu'il y a des pannes, ils vont passer la nuit à réparer l'avion, une grande partie de la nuit, donc c'est des journées de travail très longues. Ça rentre dans leur tâche de travail, mais pour ça, il y a des primes, et c'est la négociation sur les primes pour cette activité qui, ça passait pas. Bon, sauf que je suis prévenu par Benoît Quenepoix, donc le pilote de Dash et surtout représentant du SNPNAC, donc du syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile, qui est en fait le syndicat des pilotes de la base, qui m'appelle en me disant voilà, bon, les gars de Sabena Technics sont pas contents, ils ont déclenché une grève. Le fait qu'il n'y ait pas d'agent de piste fait que zéro vol. S'il n'y a pas quelqu'un pour préparer l'avion, pour le guider au sol et quand il revient le garer par exemple, les avions ne peuvent pas partir. Dans une période comme fin mai, début juin, c'est des périodes qui sont assez critiques parce que c'est là où on termine les vols d'entraînement. Normalement, toutes les qualifications qui doivent être faites avant la saison, il y a une partie aguerrissement. Et donc, le fait qu'il y ait une journée ou deux de vol qui sautent, c'est problématique. Et Benoît m'apprend que la disponibilité des Canadair sur la base de la sécurité civile était catastrophique. En gros, là où devrait y avoir en début de saison, mai-juin, entre 6 et 10 avions, là, ils étaient à 5. Et le problème, c'est qu'il y a des avions qui tombent en panne. Il n'y a pas trop de monde visiblement pour les réparer, si bien que il y a quelques jours, on m'a rappelé en me disant écoute, c'est simple, en ce moment, on tourne entre 0 et un avion par jour. Donc ça a un impact énorme sur les qualifications des pilotes, sur les entraînements, et surtout, ça inquiète énormément les pilotes de la base en se disant, là, on est en avant-saison, ça brûle pas, tout va bien, mais il n'y a que 5 avions. Quand est-ce que la Sabena Technics va libérer les derniers? Et est-ce qu'on aura les avions disponibles, tous les Canadair disponibles pour la saison? Alors, on parle principalement des Canadair parce que la disponibilité pour les Dash 8 a l'air meilleure. Il y a théoriquement pour cette saison 11 Canadair. Il y a un CL415 qui est en Italie pour une grosse opération d'upgrade. Donc pour lui, il n'est pas sûr qu'il soit dispo pour la saison. Donc on part sur 11 avions. Les 11 avions, quand Benoît m'appelle en disant il y en a entre 0 et 1, s'il y a une alerte feu, il se passe quoi? Au niveau des Dash, pareil, il y a un Dash qui est en chantier de rénovation au niveau de l'avionique. Ils sont en train de le remettre au même niveau que les MRE, avec des écrans, avec le VS aussi, la caméra infrarouge qui regarde vers l'avant, qui est très utilisée pour les vols IFR. La dispo des Dash est plutôt meilleure. Sur les 8, donc il y en a un qui est en chantier, mais lui, normalement, devrait être libéré en courant juillet. Il y en avait un en panne, ça arrive. Et puis les 6 autres étaient tous à Ajaccio pour la semaine de MRO, donc de montée en
MCO, pardon, montée en conditions opérationnelles. C'est une semaine d'entraînement intensif pour tous les pilotes, puis ils en profitent pour faire un petit peu de cohésion. Et ils sont rentrés tout à l'heure et ils ont fait un défilé au-dessus de l'aérodrome d'Ajaccio avec 4 Dash 8 en formation serrée avec un largage à moyenne altitude qui était très très joli. J'ai pas eu le temps de récupérer les photos, peut-être qu'on les passera la semaine prochaine, on verra. Situation très difficile pour les Canadair, situation un petit peu meilleure pour les Dash, visiblement pour les Beach aussi. Problème catastrophique. Era Aviation qui me dit la dispo était de 3 aujourd'hui. Voilà, il y avait 3 Canadair disponibles. Alors, pareil, il y a 2 jours, Benoît m'a rappelé donc, pour me dire que c'était catastrophique. Ce qui m'a appris, effectivement, c'est une donnée que je n'avais pas eue jusque-là, mais pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, en amont saison, les chefs pilotes estiment que sur les pilotes de Canadair, il faut qu'ils aient fait à peu près 45 heures de vol dans la pré-saison pour être en forme. Pour la première fois depuis très très longtemps, aucun membre d'équipage du secteur Canadair n'a atteint les 45 heures de vol depuis le début de l'année. Ça veut dire qu'effectivement, la disponibilité elle est catastrophique. Elle n'est pas bonne. Donc la pression est mise sur Sabena Technics. Et c'est un gros problème. Je ne doute pas que va y avoir un petit peu de pression sur l'industriel pour qu'il affecte un petit peu plus de monde à ces opérations-là. C'est une situation qui se tend avec l'industriel. C'est pas une situation viable. C'est pas une bonne situation. On va suivre l'affaire. Moi, ce que j'ai senti de la part du syndicat des pilotes, c'est que si ça s'améliore pas dans les jours qui viennent, il pourrait y avoir à nouveau un mouvement de grève ou un droit de retrait des pilotes qui estiment que leur sécurité n'est pas assurée. Le fait qu'ils commencent la saison avec un nombre d'heures de vol insuffisant d'entraînement engendre une augmentation du risque pour les missions. Et ça, c'est quelque chose qu'ils n'acceptent pas. Je vous communique un petit peu l'impression qui m'a été donnée par le syndicat des pilotes de la base. D'autres sources m'indiquent qu'effectivement, c'est très difficile, que des vols d'entraînement qui étaient prévus, des vols de sélection, tout ça, ont été bâchés ou des vols d'entraînement particulier qu'ils devaient faire sur une semaine, ça s'étale sur 15 jours parce qu'il n'y a pas d'avion dispo, donc les pilotes volent une fois tous les 15 jours. On est début juin. La saison officiellement commence vers le 15 juin. C'est à partir du 15 juin où la base doit être à, pas à 100%, mais quasiment de ses capacités d'intervention. On en est loin. C'est le vieillissement des avions, mais ça veut dire aussi que le contrat qui a été alloué à Sabena Technics pour maintenir les avions en état, est-ce qu'il a été sous-estimé par l'industriel? Parce que finalement, c'est ça, hein. Vous avez un industriel qui répond à un appel d'offres en disant « Moi, je m'engage à maintenir vos X avions pour la somme de temps par an », somme qui est souvent réévaluée parce que y a de l'inflation, il y a des avions qui vieillissent, donc tout ça est prévu. Mais si avec l'enveloppe donnée, l'industriel n'y arrive pas, c'est pas la faute de l'État, c'est pas la faute de la sécurité civile. Il y a un problème de management, il y a un problème de vision industrielle. Donc c'est un sujet qui risque de remonter souvent et peut-être d'être tendu jusqu'au début de la saison. En ce qui concerne la saison, nous dans la partie nord, vu ce qu'il a plu, on est tranquille, je pense, jusqu'à fin juillet. Je ne sais pas ce qu'il en est dans le sud. Je sais qu'il a plu beaucoup, qu'il y a eu des orages. Je ne sais pas si la situation est tendue déjà sur les feux de forêt. On n'est pas sur une saison 2022. Ça, c'est une certitude. Mais il peut y avoir des beaux départs. Bon, encore, comme d'habitude, la période cruciale va être mi-août, donc ça laisse un petit peu de temps pour remettre tous les avions en ordre, mais la formation des pilotes, elle n'a pas été faite. On va continuer sur les Canadair aussi, parce que ça, c'est la nouvelle du jour. L'année dernière, on avait déjà reçu une information de la Poste disant « On prépare pour 2024 un timbre sur les Canadair de la sécurité civile ». L'information a été confirmé à plusieurs reprises. Je sais que certains d'entre vous m'ont envoyé un petit mot pour me dire, je crois que c'est toi Enzo, qui m'avait envoyé un petit mot pour me dire il y a un terme sur les Canadair qui se précise. Chose que j'avais su, que j'avais oublié depuis le temps. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai reçu donc le visuel avec le communiqué de presse qui va bien. Donc voilà, ce timbre sera donc en vente officiellement à partir du lundi 8 juillet 2024. Donc c'est un timbre à 1,29 € qui vous permettra d'envoyer vos courriers habituels. Alors quelques informations, comme vous voyez, c'est noté là, Monsieur Persan. Persan, c'est le nom du dessinateur graphiste qui a fait le visuel, ce qu'on appelle le visuel du timbre. Mathieu Persan, d'après une photo de J. Groisard, dont je ne connais pas la photo dont il s'est inspiré. On pourra toujours dire qu'un fond de montagne, c'est peut-être pas forcément le plus représentatif des interventions, surtout des montagnes un peu enneigées, des interventions des Canadair, mais peu importe. Le timbre donc va être
commercialisé. Pour les spécialistes, donc impression héliogravure, le tirage sera de 594 000 exemplaires. Autant dire que normalement, on devrait pouvoir le trouver assez facilement pendant un temps donné. Je pense que les timbres de collection comme ça, c'est quelques mois de mise en vente. 594 000, c'est un beau tirage. Bon ben voilà, cet été, si vous envoyez les cartes postales, mettez un Canadair dessus. Pour les collectionneurs, les philatélistes, il y aura des opérations premier jour. Alors, à Nîmes, ce seront les vendredis 5 et samedi 6 juillet au bureau de poste Romanité. Donc le vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h. Donc les 2 jours avant la mise en vente publique. Vous pourrez aller au bureau de poste et vous faire tamponner les timbres avec le tampon premier jour. Qui ressemblera à ça, puisque même le tampon fait partie d'un processus spécifique de la part de la Poste, parce que la philatélie, c'est une affaire, c'est une affaire très sérieuse. Comme vous voyez, à la date, 5 juillet 2024, timbre premier jour, ça, et celui-là sera spécifique à Nîmes. Et il y aura aussi une opération premier jour à Paris, aux mêmes dates. C'est dans une boutique spécialisée qui s'appelle le Carré d'encre, qui est rue des Mathurins à Paris 9e. C'est juste à côté de la gare Saint-Lazare. C'est entre la gare Saint-Lazare et les grands magasins. Ce sera de 10h à 19h, avec une oblitération jusqu'à 17h et une séance de dédicace de l'artiste Mathieu Persan le vendredi de 10h30 à 12h30. Et puis 10h, 19h le samedi. Donc ça, ce sera l'occasion d'acheter soit un timbre, soit la planche complète. Alors ça, ce sera celui qu'on aura à Paris. Il diffère juste par le nom de la ville. Et la planche complète se présentera ainsi, sur une feuille dédiée. Après soit vous les découpez, soit vous les utilisez, soit vous les gardez comme ça parce que c'est de la collection. C'était annoncé depuis quelque temps. Le visuel me plaît plutôt. Le Canadair de la sécurité civile. Alors oui, on peut parler des Canadair, du Canadair quand il s'agit d'un CL415, je l'avais démontré dans un article sur mon blog. Donc les collectionneurs, le timbre Canadair sort début juillet. Donc si j'en ai un, je vous le montrerai dans une émission. Puis si vous voulez en acheter, vous avez donc le bureau de Nîmes Romanité pour les premiers jours, le Carré d'encre à Paris. Et puis après, dans tous les bureaux de poste, alors les timbres de collection, ça vaut le coup de se précipiter un petit peu parce que il y a encore beaucoup de collectionneurs. Donc allez-y les premiers jours pour dire, je voudrais une planche Canadair. Peut-être même passer un peu avant pour la réserver, le cas échéant. Comme disait l'autre, c'est vous qui voyez. On va passer au gros du sujet. Donc, la semaine dernière, on avait parlé du meeting aérien de Gap. Le voyage vers Gap m'avait empêché de faire les... Enfin, m'avait empêché, j'étais dans le train, donc je ne pouvais pas tout faire. Si j'avais pas été dans le train, j'aurais fait une émission pour faire un compte-rendu du meeting aérien de la Ferté-Alais qui s'est tenu donc la semaine d'avant, 18 et 19 mai 2024. Là, vous avez l'affiche qui est signée Romain Hugo. Évidemment, vu la date, ils ont mis l'accent sur les commémorations des 80 ans du débarquement qui ont eu lieu ces jours-là, ces jours-ci, puisque aujourd'hui il y a encore eu des défilés aériens visiblement sur les plages. Donc le meeting aérien de la Ferté s'est déroulé le 18 et 19 mai. Pour ma part, j'y suis allé le samedi 18. La Ferté, c'est pas très loin de Paris, c'est 1 heure de train, sauf que depuis quelques années, là c'est la ligne que vous voyez là, c'est le RER-D. Donc le RER-D, par exemple, vous pouvez le prendre à des gares qui sont assez faciles d'accès, qui sont Châtelet, Les Halles ou Gare de Lyon. Sauf que depuis quelques années, vous avez un changement obligatoire. Si vous voulez, ils ont scindé la ligne en deux. Obligatoirement, tous les trains qui desservent la Ferté-Alais, il y en a un par heure, donc c'est pas un gros rythme non plus, ne vont plus à Paris, s'arrêtent à cette station et oblige les gens à descendre. Et le jour du meeting aérien, le week-end de la Pentecôte, cette année, la SNCF n'a rien trouvé de mieux que de faire des travaux. Alors, ils en font tout le temps partout. Et donc, il n'y avait pas de train pour la Ferté-Alais ce week-end-là. Donc, j'étais à 2 doigts de ne pas y aller, puisque je n'avais pas de transport pour y aller. Et c'est un copain, merci Laurent, de m'avoir proposé de me faire le chauffeur de taxi. Donc on s'est pointé à la Ferté, il m'a récupéré vers 8h, 8h30 à Nation, on était à 9h30 en bas, sauf qu'on s'est tapé un énorme bouchon sur cette route-là. Plus d'1 heure pour faire les 5 km entre là et là. Ce que j'ai mis en rouge, c'est l'itinéraire depuis la gare. Si vous venez en train, les fois où il y aura à nouveau de la circulation de RER-D pour la Ferté-Alais. En fait, vous avez un trajet qui est relativement simple à suivre, qui est relativement plat jusque-là. Au total, qui fait 2 km, donc en fait une vingtaine de minutes de marche.
Là, par contre, là, ça grimpe très fort. C'est un bon exercice, une bonne suée matinale. Après, bah, vous arrivez sur le site. Là, le premier truc que vous trouvez, c'est un bar et vous buvez un coup. Il y a une entrée spéciale pour les piétons ici. Vous pouvez même, certaines années, acheter vos places directement en arrivant. Bon, ça fait l'occasion de venir en train, c'est plutôt sympathique, même si c'est un peu long. Après, pour repartir, bah, même chemin dans le sens inverse, mais moi, en général, je trouve toujours un copain qui me ramène, qui me repousse vers Paris. Donc, je fais souvent l'aller en train et le retour, je me fais véhiculer. Sauf là où, effectivement, j'ai été véhiculé à l'aller et au retour. La météo annoncée était pas extraordinaire. Donc, j'étais à deux doigts de me dire, ouais, il n'y a pas de train, la météo est pas terrible. J'y vais ou j'y vais pas? Ben, finalement, avec cette opportunité, j'y suis allé et j'ai bien fait. Et vous allez voir pourquoi. Une fois qu'on est sur place, eh ben là, les choses sont différentes. Alors, ça, c'est le statique. Évidemment, vous l'avez reconnu. Il est sorti de son hangar. C'est le B-17 de la Ferté. La semaine dernière, je vous en ai parlé. J'ai donc croisé Baptiste Salis à Gap et on n'a pas parlé Corsair, on n'a pas parlé Split, on a parlé B-17 parce que c'est quand même un avion qui est absolument remarquable, qui est rare. Des B-17 en état de vol dans le monde, il doit en rester 2. Ça pourrait être la 3e puisque le projet de le remettre en état de vol est avancé. Et surtout, ce qui a été amusant, c'est que l'avion, alors je ne vous ai pas récupéré la vidéo, mais l'avion a été acheminé sur son point de statique au moteur. Il n'a pas été remorqué. Il s'est déplacé par ses propres moyens. Les 4 moteurs ont tourné. Ben ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La discussion que j'ai eue avec Baptiste Salis, elle est simple. Il y a eu un audit de fait, un contrôle de l'avion qui a été intensif et l'avion est sain. Et donc, la remise en état sera sans doute plus rapide que prévu. Prévoir quelques années quand même, parce que c'est un énorme budget qui se compte en centaines de milliers d'euros. Il y a aussi des contraintes genre assurance, etc. Par exemple, pour faire assurer le B-17 pour qu'il fasse un roulage devant le public à l'occasion du meeting, c'était déjà quelques dizaines de milliers d'euros à débourser. Donc on comprend qu'il soit relativement prudent sur ce sujet-là. En tout cas, elle était dehors, elle a pris le soleil et ça fait bien plaisir à voir. Il y avait le Skyraider en restauration, donc là on a c'est un Wright 3350. L'avion était en restauration, mais il était décapoté pour montrer un petit peu cet engin incroyable qu'est ce moteur. C'est un moteur qui développe plus de 2700 chevaux, qui doit faire plus de 55 litres de cylindrée. C'est le moteur des B-29, c'est le moteur qu'on retrouve sur les P2 Neptune. C'est un moteur qu'on retrouve aussi sur les Constellations, sur les Martin Mars, avec différentes variantes, donc des différentes puissances. Et c'est un moteur qui a aussi été modifié pour certains racers qui courent à Renault, et qui ne courront plus à Renault, hein, ils vont être à Roswell à partir de 2025. C'est un moteur assez incroyable. Voilà, ça développe 2700 chevaux. Et ben, l'avion était exposé comme ça dans le public, décapoté, les gens pouvaient voir le moteur, c'est assez impressionnant. Il est en chantier de rénovation, il pourrait revoler bientôt, ça fera plaisir. Bon, des Skyraider, on en voit régulièrement voler encore en meeting. Mais celui-là est sympathique. Le meeting a commencé, les premiers vols, c'était quoi? C'était vers 13h. Ça a commencé doucement avec quelque chose que je n'avais jamais vu, donc une patrouille de paramoteurs. Ça fait une animation qui était tout à fait sympathique. J'avais jamais vu une patrouille de paramoteurs aussi nombreux. Là, ils sont combien? Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je crois qu'il y en a quelques-uns hors champ. Donc c'était une dizaine. Ils font des démonstrations, une démonstration de vol relatif, de vol en patrouille. C'est assez, c'est pas. Alors, est-ce que c'est spectaculaire? Non, mais c'est du pilotage relativement fin. On se rend compte qu'il faut quand même avoir une bonne méthode de pilotage, il faut avoir une certaine expérience pour le faire bien. C'était sympa, ça donne surtout envie d'essayer de voler là-dessus un de ces quatre, parce que ça a l'air marrant. Ensuite, il y a eu cette patrouille de Vance RV8. Alors, c'est des avions de construction amateur, métalliques. Les Vance, c'est pas des avions très connus. En fait, c'est un avion, on ne se rend pas compte, ce sont des avions qui sont extrêmement courants, notamment aux États-Unis, mais on les trouve aussi assez nombreux en Europe. Des avions de construction amateur. Il y en a, au dernier pointage, plus de 10 000 en vol dans le monde. 10 000. Donc ce sont des avions, en fait, finalement, extrêmement fréquents. Et ce sont des avions qui sont très manœuvriers, qui sont très performants. J'ai un ami qui en possède un depuis 2 ans, avec lequel il vole régulièrement, qui m'a invité à venir voler avec lui un de ces quatre. On n'a pas encore réussi à le faire, mais je pense que le RV8, lui, je ne sais plus si c'est un 8 ou un 4, mais
Bon, je pense qu'un jour, on reparlera des avions Vance. Sont des Anglais, ils font une démonstration, parce que l'avion tourne de la voltige, hein, donc ça tourne même super bien. Ça peut servir aussi à faire du voyage, mais leur patrouille, ce qu'ils ont présenté, c'était quand même de la belle école. Alors, il y a quelques anciens pilotes de chasse dans le staff, ce qui explique aussi que ça maîtrise plutôt pas mal. C'est pas des avions de club, c'est souvent des avions de propriétaires et souvent des constructions amateurs. Il y a des gens qui construisent les avions sur lesquels ils ont envie de voler. Il y a les Piel, par exemple, hein, dans ce cas de figure. Les Vents en sont un bon exemple aussi. Ces avions, je vous dis, il y a plus de 10 000 exemplaires en état de vol dans le monde. Honnêtement, c'est sympa. Alors, c'est train classique, tout ça, c'est rigolo. Ouais, voilà, c'est un propriétaire privé. C'est pas des avions qui coûtent extrêmement cher. Ceux-là sont équipés, il me semble, d'un moteur de 180 chevaux, donc il y a quand même une puissance non négligeable à l'avant, hein, d'où la voltige aérienne aussi, et la voltige en patrouille. Spectacle sympa, en mise en bouche, je valide. Il y a ce qu'on aime à la Ferté, c'est tout ce qui est antiquité. Alors, malheureusement, les avions de la Première Guerre mondiale, qui sont assez nombreux sur la plateforme, n'ont pas volé. Je ne sais plus si c'est pas une histoire de piste un petit peu trop humide et de vent. En tout cas, ce Mauboussin de 1938 a volé. Alors lui, il a été restauré dans l'est de la France avec un moteur de 75 chevaux. Alors il n'est pas avec son moteur d'origine des années 30, il est avec un moteur des années 50, mais c'est une très très belle allure. Ça fait partie des avions. C'est pas pour ces avions-là qu'on se déplace, mais à La Ferté, on s'attend à avoir ce genre de machine. C'est ce qu'on appelle les classiques. Moi, j'aime beaucoup. Ce sont des avions qui sont pas forcément très manœuvrants, ni très spectaculaires, mais ce sont des avions qui sont systématiquement très précieux. Des Mauboussin en état de vol dans le monde, il n'y en a pas des tonnes. Il y a celui-là, des vrais Mauboussin. Alors la marque existe toujours, elle a été reprise par quelqu'un que je connais qui s'appelle David Gazlo, qui, à partir de cette marque, qui était tombée en désuétude pour l'aéronautique, a racheté la marque, essaye de créer des nouveaux Mauboussin avec des motorisations propres. Le projet est en cours et on en a régulièrement parlé sur Aérobuzz. Là, c'est un Mauboussin d'origine, des années 30. Celui-là doit être de 1938 et il a été restauré juste avant la crise, je crois vers 2018. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale, c'est pas loin. Les cérémonies approchaient. La thématique de la Ferté-Alais, c'était de la commémoration. Donc, il y a eu quelques tableaux de Warbird, dont celui-ci. Voilà, est-ce que j'ai besoin de commenter? Deux Spit, un P-47, un C-47. Très beau tableau qu'on voit régulièrement à la Ferté. À l'oreille, ouais, c'est du Mozart. La météo pour le week-end était annoncée relativement difficile. Risque de pluie. On a pris juste une ondée en milieu d'après-midi. Quand j'ai dit une ondée, c'est on a à peine sorti les parapluies, hein. C'était juste rafraîchissant, c'était très bien. Ici, on a le Spit de Christophe Jacquard. Là, on a le Spit de Brice Ohaillon. Les deux ont la particularité d'être des Spits à moteur Griffon, donc beaucoup plus puissants que les Merlins. Hein, ils se tournent autour de 2000 chevaux, hein, chacun. Et ça se sent au décollage, on sent que l'avion, il demande qu'à y aller, hein. C'est vraiment très très puissant. Le bruit est un peu agressif, vraiment beau. Le Spit de Christophe Jacquard est à vendre. Il a annoncé officiellement, hein, il est en vente sur un site britannique de Warbird. La rumeur court qu'il y aurait déjà un acheteur, alors acheteur potentiel, voire même un acheteur, à suivre. Le prix auquel l'avion a été vendu ou pourrait être vendu n'est pas communiqué. Mais en général, c'est des sommes qui vont loin. Un Spit, le stock de Spit en état de vol est relativement limité. Il y en a une cinquantaine dans le monde. C'est un avion qui vaut cher. À côté de ça, on a un avion qui est extrêmement important, qui est un P-47 Thunderbolt. C'est le seul exemplaire du type toujours en état de vol en Europe. Il est basé à Duxford, dans une collection qui comporte aussi un Spit, un Messerschmitt 109 version espagnole à moteur Merlin et je crois un Hurricane. À une époque, à Melun, on les a vus évoluer en patrouille à 4, ce que je trouvais un petit peu dommage parce que c'est pas des avions de voltige, c'est pas des Advance, c'est pas des Alpha Jet. Faire de la voltige en patrouille avec des Warbirds, je comprends pas le principe. Par contre, en démonstration solo, oui, c'est super important parce que c'est le moment de montrer ce que l'avion sait faire. Le voltige académique, ça répond à certaines normes. Le combat aérien répond à d'autres obligations, à d'autres capacités. Donc si on veut montrer des avions de la Seconde Guerre mondiale dans ce qu'ils savent faire,
C'est autrement qu'il faut les présenter. Et donc maintenant, le P47 vient sur les meetings en France en solo et fait l'objet de démonstrations solo. Baptiste Salis donc vient de se faire lâcher sur la machine, lui qui est déjà lâché sur Ox 75, sur Speed, sur Corsair. J'en oublie et c'est du distingué. Quand je l'ai croisé à Gap, sur le P47, il m'a juste donné l'information qui m'a un petit peu surpris. Il m'a dit que le P47, c'est pas un avion extrêmement performant, en tout cas moins performant que le Mustang. Malgré tout, la grosse brute, faut dire que l'avion est gros et lourd. Bon, même s'il a un gros moteur à l'avant, c'est quand même l'avion sur lequel a reposé une grande partie des opérations qui ont précédé et suivi la Seconde Guerre mondiale, parce que à partir du moment où la chasse allemande était sur les genoux, les missions d'escorte des bombardiers, ce qui était pour le P-47 notamment une des missions importantes, sont transformées en missions de chasse libre, d'attaque au sol, d'appui tactique. Et l'avion, avec son armement de 4 mitrailleuses, plus toutes les bombes et les roquettes qu'on pouvait mettre dessus, a eu un rôle essentiel, notamment pendant la bataille de Normandie, et pas seulement. C'est un peu tristouille qu'il n'y en ait plus qu'un en état de vol en Europe, sachant que cet avion a eu une carrière après-guerre, et en France, on l'a utilisé jusqu'à la guerre d'Indochine. Les F-47, jusque dans les années 60, il y en avait dans l'armée de l'air, et ces avions-là ont participé à la guerre en Algérie. Un peu anecdotiquement, malgré tout, ils étaient présents sur le front algérien au sein de l'armée de l'air. Donc ça veut dire que jusque dans les années 60, des P-47 en état de vol, il en restait. C'est dommage qu'il n'y en ait pas eu plus de préservés, parce que c'est un Warbird qui est extrêmement intéressant. Sur ces phénomènes météorologiques un petit peu bizarres, donc je ne sais pas si vous avez vu les photos, mais nous on s'est retrouvés, donc on était sur la ligne de vol, les appareils photo en bandoulière, et on a vu ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est simplement alors ça s'appelle en termes précis de météorologie, c'est un tuba. Et en gros, un tuba, c'est un mouvement d'air en rotation. Et quand ça touche le sol, ça devient une tornade. Et quand ça touche la mer, ça devient une trombe. Par chance, celle-ci est restée en altitude. Ceci dit, je ne serais pas allé m'y frotter avec un avion parce que je pense que c'est un truc dans lequel on peut se faire embarquer et ça peut être très dangereux. Mais de fait, ça fait des photos assez géniales. Parce que là, on a un fond incroyable. Alors ça, c'est une photo brute de sortie de boîtier, c'est la JPEG Direct. Je vois la trombe, elle se déplace relativement peu, elle reste là. Il y a le défilé des avions qui est en train de se faire et à un moment, je vois le P-47 qui passe devant. J'ai mitraillé. Ouais, je suis assez content. Ouais. L'image ne rend pas bien compte, mais c'était vraiment très 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 sombre derrière, vraiment presque noir. C'était vraiment un moment. Alors, on se pose la question parce que si le vent pousse cette masse orageuse vers nous, on est bon et puis là on se prend une douche et les vols sont arrêtés. Et finalement non, ça s'est dissipé. Alors ça a mis du temps pour se dissiper. On a eu de beaux moments d'ensoleillement et puis finalement. C'est tout à la fin du meeting que l'orage a éclaté, mais on était déjà dans les voitures. Ouais, la météo était annoncée comme pas terrible, alors on a bien fait de ne pas l'écouter et d'y aller. Le Speed de Jacquard, donc qui est à vendre. Et on voit que le fond est quand même très très gris, très très sombre. Mais ça fait des jolies photos parce qu'il y avait le petit brin de soleil qui permettait d'avoir les avions un petit peu éclairés. C'était assez agréable. Et puis voilà, ça c'est l'avion pour lequel moi vraiment j'aurais eu mauvaise de rater la Ferté-Alais cette année parce que lui était là. Alors c'est pas un avion extraordinaire, c'est pas l'avion le plus spectaculaire au monde, mais le Lysander c'est un avion qui a marqué l'histoire, notamment comme on le sait par les opérations spéciales de récupération d'agents et puis de dépose d'agents sur le territoire français pour le compte de la résistance. Il y a eu quand même énormément de vols. Il y a eu un extraordinaire bouquin qui a été écrit sur le sujet, Nous atterrissions de nuit, de Hugh Verity, qui a été réédité plusieurs fois et qui est toujours disponible aux éditions. Alors, c'est maintenant chez C'est pas du S et il est aux dernières nouvelles, il est toujours disponible. Si vous ne l'avez pas lu, honnêtement, franchement, c'est un bouquin à lire. Il est bien écrit et il raconte une histoire de la Seconde Guerre mondiale auquel on n'est pas, qui fait pas les gros titres et pourtant qui a été extrêmement importante. On parle du débarquement. Si le débarquement se passe relativement bien le 6 juin 1944, ça veut dire que tout le travail de la résistance qui avait été fait en amont, et surtout le travail de collecte d'informations, a été extrêmement bien fait. Et Lysander a participé à faire venir des agents et à les récupérer pour après qu'ils débriefent leurs informations à Londres et les informations sur lesquelles ils ont travaillé et qu'ils ont rapportées à Londres ont permis d'établir les plans qui ont fait que le débarquement s'est relativement bien passé.
tous les guillemets que vous voulez sur le relâchement, il y a quand même eu tellement de morts que bon, voilà. Mais malheureusement, malgré tout, au soir du 6 juin, il y a une tête de pont qui est établie. Il y a déjà une piste pour récupérer des avions en urgence qui est construite. Et la contre-offensive allemande n'est pas venue. Mission réussie. Au soir du 6 juin, la victoire n'est pas là, mais la bataille est gagnée, ce qui est énorme. Le Lysander que vous voyez là, il est basé à Oxford. Il a été remis en vol il n'y a pas très très longtemps, je crois aux alentours de 2018 aussi. Il reste 3 Lysander en état de vol dans le monde. Celui-ci est particulier parce qu'il a été construit au Canada. Faut bien comprendre que pendant la Seconde Guerre mondiale, les usines anglaises peuvent être bombardées par les Allemands. Donc la production peut être handicapée par ces opérations. Donc il y a beaucoup de délocalisation dans des endroits où on sait qu'ils ne seront pas attaqués par l'ennemi. Et donc les Canada, les États-Unis. Au Canada, par exemple, s'il y a un de Havilland Canada, c'est dans cette logique-là. Si on construit des Catalina chez Vickers, ce qui plus tard a donné Canadair, c'est pas un hasard aussi. On produit des Hanson, des Mosquito, des Beaufighter et des Lysander. Et celui-ci est des 3 Lysander qui restent en état de vol dans le monde, le seul qui a été construit au Canada. Petite note, si on regarde bien sur sa configuration, il est dans la configuration Bataille de France. À la base, c'est pas un avion qui est fait pour les opérations spéciales. C'est un avion qui est utilisé dans le rôle de observation et guidage d'artillerie. C'est la même chose que le Hellbird, en un peu plus gros. C'est pour ça qu'il est armé. En général, alors, il peut être utilisé pour des missions d'attaque. Il a aussi des mitrailleuses pour éventuellement faire un peu de strafing. Il a des petites bombes antipersonnelles ou alors fumigènes. Ça lui permet de marquer éventuellement des objectifs pour la chasse. Mais dans ce rôle-là, il est lent. Il est pâteau. C'est une proie arrivée pour la chasse allemande, donc très vite il est retiré dans cette mission-là, sauf qu'il a un train d'atterrissage qui est extrêmement robuste. Il a des vitesses d'atterrissage qui sont absolument ridicules. Il se pose en 150 mètres, donc tout de suite il bascule sur ce rôle d'avion force spéciale. Et de le voir, d'en voir voler, sachant qu'il en reste que 3 dans le monde, ça fait partie des avions. Si on fait une commémoration autour du débarquement, oui, on peut montrer un Lysander parce qu'il a joué un rôle dans cette opération-là. Pas un rôle direct, un rôle indirect, mais un rôle essentiel. Évidemment, à La Ferté, et ça c'est ce qui fait le charme de La Ferté, c'est qu'on peut organiser ce genre de choses. C'est-à-dire que le Lysander, pendant sa démonstration, s'est posé, une traction avant est arrivée, un gars est descendu, est monté dans le Lysander, et puis il est reparti. Et puis, je ne sais plus s'ils n'ont pas fait intervenir des troupes allemandes. Ça fait une petite scénette, et ça explique bien comment l'avion pouvait être utilisé, parce que la piste de La Ferté n'est pas très très longue, mais l'avion s'est posé, a redécollé sans avoir à manœuvrer, et c'était assez spectaculaire pour qui veut bien comprendre comment ces avions étaient utilisés. Là, c'est la piste de La Ferté, elle est relativement lisse, c'est une piste en herbe, mais les Lysander pendant la Seconde Guerre mondiale se sont posés dans des champs de patates, c'était pas un problème pour eux. Donc ça donne une bonne idée de la manière dont ils ont été utilisés. Évidemment, c'est des missions qui pouvaient être faites de nuit. Là, 2 jours, ça fait des photos sympas. On a eu ça aussi, et on voit que la météo est toujours aussi menaçante derrière. C'était d'ailleurs un petit peu dommage. C'est le solo display du F-18 suisse qui est, entre nous soit dit, une des démos solo européennes les plus impressionnantes ces dernières années. Alors je m'étais fait expliquer ça par un ami qui connaît bien le F-18, Henri-Pierre Groslo, qui m'avait dit qu'il y a quelques années, il y a eu un rétrofit sur les commandes de vol des F-18, elles ont été reprogrammées. Je ne sais plus si c'est pas les mêmes procédures que les commandes de vol des F-18 E et F, donc les Super Hornet. Et en fait, les F-18 suisses aujourd'hui peuvent prendre des incidences avec leur commande de vol électrique qui leur étaient inaccessibles auparavant. Et en démonstration en vol, ça donne des manœuvres qui sont absolument spectaculaires. Comme en plus l'aérodynamique de l'avion fait que dès qu'il y a un petit peu d'humidité dans l'air, il vaporise, ça fait des démonstrations juste sublimes. La dernière fois que je l'avais vu dans des bonnes conditions, c'était à Luxeuil en 2020 ou 2021. C'était à tomber. C'était vraiment spectaculaire. Le Rafale, l'Eurofighter, c'était spectaculaire, mais le F-18, qui est une génération d'avant, n'avait pas à rougir. Problème, avec la météo qu'il y avait à La Ferté-Alais, on n'a pas eu la version beau temps, on n'a eu que la version intermédiaire ou mauvais temps, c'est-à-dire qu'il s'est surtout contenté de manœuvres sur le plan horizontal, très peu de vertical, et c'est dommage parce que c'est sur les verticales qu'il fait des prises d'incidence qui sont ahurissantes. C'est un peu dommage, puis en plus gris sur gris, ça donne pas des photos très intéressantes, mais bon, j'ai celle-là qui
qui est sympa. Et puis c'était vraiment sympa de le voir. Puis ça faisait un petit peu de bruit. Et, pas désagréable dans un meeting aérien, le moment où ça envoie du bois. Et puis, bah, évidemment, à la FRTLE, comme à chaque fois, il y a le défilé des T6. Ici, vous avez un T6 qui est modifié pour ressembler à un 0. Et honnêtement, ça fait l'affaire. Évidemment, il y a plein de détails qui montrent que c'est un D6. Mais pour du cinéma, ça fait très, très bien l'affaire. De toute façon, on s'est régalé devant les têtes brûlées. Avec des engins pareils, donc il n'y a pas de raison. Et effectivement, ils nous ont refait le Tora Tora, et le Tora Tora, avec tous les T6 qui attaquent la Ferté, le Tora Tora, c'est quelque chose qui est assez compliqué à photographier, plutôt que de vous montrer des photos qui n'auraient pas été terribles. Bon, on remarquera surtout que alors ça c'est un petit truc qui me... Allez, petite griffe envers la Ferté. Les haut-parleurs devant le public, bon, le commentaire était assuré cette année par Frédéric Beniada et sa compagne. Ils ont un numéro d'expert candide qui marchait plutôt pas mal. Il y a de la musique en permanence, on a du mal à parler avec les copains. Franchement, ouais, faut vraiment un endroit où les spotters pourraient être. Pouvoir photographier la ligne de vol sans être gêné. Et puis sans avoir la musique en permanence, parce que on sort de là parfois avec la tête comme ça. Évidemment, bah, il y a du Warbird dans le coin, donc les Anglais sont venus avec le Catalina. Et puis il y a le Corsair de la Ferté-Alais qui est emblématique aussi. Puis quel plaisir de voir voler un Corsair. Et évocation évidemment toujours de la guerre du Pacifique. Ce Catalina-là, c'est pas n'importe quel Catalina. C'est le dernier 4 en état de vol en Europe, donc visible sur les meetings. Il y en a eu jusqu'à 3. Il y en avait même un basé en France, mais qui a été vendu aux États-Unis. Lui, Pépère, dans le commentaire, il faudrait peut-être préciser qu'effectivement, il fait la Seconde Guerre mondiale, il est basé en Colombie-Britannique pour surveiller les abords du Pacifique. Il n'a pas vu passer beaucoup de sous-marins, mais il aurait pu. Mais c'est qu'après, dans les années 60, il est transformé en bombardier d'eau. Et puis surtout, bah, en 67, 68 et 69, à la protection civile, à Marseille, il s'appelait Pélican Bleu, celui-là. Donc c'est un avion sur lequel Loulou, Claude Lelouarn, aujourd'hui disparu, auquel on pense, a volé en tant que mécanicien navigant à la sécurité civile, à la protection civile à Marseille il y a plus de 50 ans. C'est bien d'avoir le CV de certains avions, je trouve, surtout quand ça touche la France. Il a été bombardier d'eau au Canada, il a fait une très longue carrière d'ailleurs de bombardier d'eau, cet avion. Aujourd'hui, il est entre les mains des Anglais qui le font voler avec des décorations US Navy, période Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, c'est une très bonne évocation de cette période-là, mais je pense qu'en France, c'est quelque chose qui peut se préciser. On a eu un Polikarpov PO2, ça faisait longtemps que j'en ai pas vu un voler, piloté par une femme, évocation des sorcières de la nuit. Il y avait eu aussi un Yak 11 qui a volé. Mais le problème que j'ai eu, c'est que mon 120-400 a lâché à ce moment-là. Donc la suite des photos, elles sont faites en mise au point manuelle. J'avais plus d'autofocus. J'ai remplacé l'objectif en urgence pour gap. Je suis pas très satisfait du nouveau, mais il faut que je le prenne en main. Donc ça, ce sont les dernières photos faites avec le 120-400. Je crois que ça, c'est une des dernières avec l'autofocus qui marchait. Puis après, mise au point manuelle, j'ai eu beaucoup de déchets. J'avais plus l'habitude. On a eu la Patrouille de France. Je reviens pas dessus puisque la semaine dernière, je vais expliquer tout le bien que je pensais du nouveau commentaire de la Patrouille de France que j'ai vraiment trouvé génial. Le fait d'expliquer les figures, de les annoncer et surtout de laisser la radio ouverte et que on entend les tops fumigènes du leader. Vraiment, je reviens pas dessus parce que si, je reviens dessus, je dis c'est vachement bien.
Voilà, et vivement le moment où je vais revoir la patrouille de France, parce que là, ça me redonne envie d'aller les voir. Ils vont faire les 90 ans de l'armée de l'air au-dessus du château de Versailles. C'est pas très loin de chez moi. Je pense que je vais aller y faire un tour. D'ailleurs, il y a demain, il y a meeting aérien à Romanche. Je crois qu'il y a démonstration de la patrouille de France, ils y sont. Si certains d'entre vous sont dans le coin, je suis preneur de vos retours là-dessus. Bon, la photo qu'on essaye tous de faire, bon là j'étais un peu décalé par rapport à l'axe, parce que là, cette photo-là, pour qu'elle soit spectaculaire, il faut être au point central. À la Ferté, j'y suis jamais, je suis toujours avec les copains et toujours à peu près à la même place, donc je fais toujours tous les ans à peu près les mêmes photos. Faudrait que je change de place un de ces quatre. Il faut savoir juste, alors la technique que j'utilise, c'est que je cherche pas à avoir le croisement. C'est-à-dire que je suis un des Alpha Jet, et en général c'est celui qui vient de la gauche qui est le plus proche de la foule. Je le suis, et au moment où on passe devant moi, je commence à déclencher la rafale. Je cherche, et je fais la mise au point sur lui. Je cherche pas à choper le moment. Je vais à la pêche. Je fais une rafale, et en général, bon, bah, si je cadre un peu large, j'ai les deux. On a vu voler du TB-30 Epsilon. Je reviens pas sur l'histoire d'avion qui a été utilisée longuement notamment par l'école de Cognac pour former les pilotes des pilotes de chasse, enfin, tous les pilotes de l'armée de l'air qui partent après dans la chasse ou dans le transport. Mais c'est un avion qui a été retiré du service il y a quelques années. Comme c'est un avion léger, avec des performances sympas, bah, il y a un certain nombre qui sont partis sur le registre avion de collection. C'est un avion qu'on va voir voler encore longtemps. Tant mieux, tant mieux. Il y a même des sociétés qui proposent des vols à sensation à bord. C'est pas un avion qui est très onéreux, quoique à l'heure de vol, c'est quand même pas un Cessna. Mais ça peut être des vols à sensation. C'est un avion qui a des petites ailes, donc qui est très spectaculaire en approche parce qu'il doit garder une bonne vitesse. Puis j'ai tellement de copains qui ont volé dessus. Là, celui-ci est aux couleurs des cartouches dorées. La patrouille de l'armée de l'air de l'école de Cognac qui a volé, ils ont bien fait 30 ans avec leurs cartouches, avec leurs Epsilon. J'ai quelques copains qui ont volé au sein de la patrouille, certains qui ont volé ensuite à la patrouille de France d'ailleurs. C'est un avion sympa. Ça fait plaisir d'en revoir voler en meeting et il y a des démonstrations qui sont faites en duo. Vertical Flight Experience, oui, puis ils ne sont pas les seuls, hein. Il y a à Dijon, c'est Apache Aviation aussi qui propose. Enfin, il y a quelques endroits où on peut voler. Et donc les deux Epsilon qui ont volé, dont un blanc aux couleurs de Cognac, hein, ils ont gardé ces couleurs-là assez longtemps dans l'armée de l'air, ont volé avec le flamand de l'amicale des avions anciens d'Albert, qui vient d'être peint. Alors pour une raison que je ne connais pas, l'avion est peint en gris mat, alors que bon, globalement, il me semble que pendant leur utilisation au sein de l'armée de l'air, les flamands étaient plutôt utilisés en alu. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un choix pour protéger l'avion? Mais en tout cas, bon, il est comme ça aujourd'hui. Il est propre, hein, puis il a l'air de bien voler. C'est un MD 311, version qui peut être utilisée comme bombardier, qui était utilisé d'ailleurs pour l'entraînement au bombardement, et qui a été utilisé au combat pendant la guerre d'Algérie aussi. Un avion important. Le premier avion qui a été dessiné, enfin qui a été commercialisé sous le nom de Dassault. Le P-47 avec Baptiste Salis aux commandes, qui était très heureux d'essayer la grosse bête, même si elle est moins performante que le Corsair. Bon, ok, on prend. Jolie machine. Et puis on a eu aussi la démonstration de ce Sea Fury, qui est basé en France, qui est entretenu à Dijon. Je ne connais pas le propriétaire, on sait juste qu'il est immatriculé sur le registre français, qu'il est apparu il y a très très peu de temps. Il est arrivé sur le registre français l'année dernière, et surtout il a la particularité d'avoir gardé son moteur d'origine à Centaurus. On le reconnaît parce il accepte l'hélice d'origine à 5 pales. C'est un avion qui est très véloce, qui est très spectaculaire, qui est vraiment très joli. Ça, c'était une belle, belle surprise de voir le Sea Fury. Alors évidemment, j'ai fait la photo au sol parce que autofocus en rad, en l'air, j'en ai aucune de bonne. On a eu alors le Stearman avec la Wing Walkeuse, c'est toujours sympa. Alors quand on va à la Ferté ou dans un meeting aérien pour la première fois, qu'on en voit un pour la première fois, ouais, ça fait vraiment très drôle. Et bon, quand on le voit à chaque fois, on photographie plus de la même manière. Mais j'avais des amis qui venaient à la Ferté pour la première fois et qui ont vu ça. Ils ont adoré parce que c'est extraordinaire, c'est spectaculaire et c'est quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Donc c'est un exercice, moi j'aime bien. Et puis, allez, l'avion en rose comme ça, moi il me fait rire. Voilà, j'aime bien. C'est original, c'est pas du tout respectueux de l'histoire de l'avion, on est bien d'accord. Mais dans un meeting, ça passe.
C'est un avion d'accro, il a une décoration d'avion d'acrobatie. Bon, ça passe bien. Puis ce que fait la fille, sa chorégraphie là sur les ailes, c'est quand même, même si elle est sécurisée, c'est quand même fort. Et puis au niveau pilotage, ben, il faut compenser, hein. Quand vous avez du poids sur l'aile, il faut mettre du pied dans le bon sens. C'est du joli pilotage. J'aime bien. On a eu aussi des T-28, alors il y en avait plusieurs. Ils ont évoqué la guerre du Vietnam. Il y avait le l'OV-10 Bronco de Montélimar. Bon, je l'ai pas sur les sélections, sur la sélection de photos. Des mots sympas, avec de la musique sympa. Alors ouais, là effectivement sur le Vietnam, il passe des bons vieux classiques rock des années 60 américains. Bon là au niveau musical, j'aime bien. Et puis on a eu ça, c'est la première fois que je le voyais. Alors c'est un Cayuse, hein, c'est un OH-58. Alors dans sa version civile. Et il est immatriculé en France, un propriétaire privé, visiblement. Il l'a mis aux couleurs US Army, mais je pense qu'elles sont un petit peu, sont pas très historiques, ces décorations-là. Il fait une démonstration de la maniade de l'appareil, puis ils l'ont montré un petit peu dans ce qu'il pouvait faire au Vietnam. C'était une démo d'hélico, vraiment franchement sympa. On a eu donc alors les Pilatus de l'armée de l'air qui, c'est un peu les successeurs des cartouches dorées. PC-21 de Cognac, alors l'avion est très véloce. Il a un bruit qui est très particulier avec un bruit de turbine à l'avant, un bruit de réacteur à l'arrière. C'est véloce, c'est dynamique, c'est une patrouille qui est assez sympa. À mon avis, ça mérite un petit peu plus d'entraînement, mais c'est propre. Et puis ça fait partie des ambassadeurs de l'armée de l'air, on aime bien. Ça, c'est à toute fin du meeting. Il n'a pas fait de démonstration. C'est un Super Puma de l'ET-60. Donc c'est un Super Puma qui est utilisé pour les transports présidentiels. Il en reste 3 Super Puma dans l'armée de l'air, hein, c'est ces 3-là. Ils sont équipés VIP, un bel aménagement. Si vous allez voir le replay de l'émission que j'ai fait sur les Super Pumas, sur les Pumas de l'armée de l'air, j'en parle un petit peu. On reconnaît bien, on voit les combinaisons bleues à l'intérieur. C'est l'appareil qui a été utilisé pour ramener les pilotes de la patrouille de France après leur show sur le terrain pour qu'ils puissent signer les autographes, venir au car podium, faire un petit peu de retape pour l'armée de l'air. Et cette photo-là, au moment, on est en toute fin de programme, les vols ont été arrêtés un petit peu après parce que l'orage menaçait, donc le dernier tableau a été annulé. C'était la patrouille de l'Aéroclub de France, donc avec des Fougas et des avions de voltige. La photo le donne pas bien parce que la cellule a bien travaillé, et a bien mis l'éclairage où il fallait sur l'hélicoptère. Derrière, c'était un noir. Noir. La photo ne rend pas. Il faudrait que là, c'est une sortie de brut de boîtier. Il faudrait que je la retravaille pour rendre le noir. Mais l'impression de noir qu'on avait derrière, c'était incroyable. Et l'orage qui montait, l'éclairage de l'appareil, là, c'était sublime. Oui, oui, meeting orageux, ça peut donner des trucs vraiment sympas et en photo et même en vrai, à partir du moment où l'orage n'éclate pas sur le meeting, c'est plutôt sympa. Et puis moi, ce que j'aime à La Ferté, c'est c'est les petits avions. Comme il y a un certain nombre d'avions qui ne peuvent pas se poser à La Ferté-Alais, les gros jets, parce que la piste est courte, parce que un Rafale, vous ne le posez pas sur une piste en herbe aussi courte, prenez pas de risque. Il y a tout plein d'avions qui font les navettes avec les aérodromes autour pour transbahuter les équipages. Et parmi les navettes de cette année, il y avait ce Jodel 140, ce Mousquetaire 3. C'est un avion que j'aime beaucoup. C'est un avion de montagne, c'est quasiment un avion de brousse. Et là, il a été utilisé pour convoyer, on le reconnaît bien avec sa barbe, c'est Pimous, le pilote du Rafale Display de cette année. Monsieur a fait son tour en Rafale et juste avant, il a fait un tour en Mousquetaire. Je suis jaloux. Il y a eu celui-ci aussi, qui a été aussi utilisé comme navette. C'est un avion qui est un peu moins connu que le Jodel 140, parce que c'est un avion sur lequel j'ai volé aussi. C'est un Gardan GY80. C'est un avion qui a été construit dans les années 60-70, c'est aux alentours de 250 exemplaires. C'est un avion de voyage, très léger, très petit, mais 4 places quand même. Train d'atterrissage rentrant et pas variable, donc vraiment un avion de voyage. Pareil, un avion de propriétaire privé. Il y a peu de clubs qui en ont. Moi, j'ai volé sur celui, alors je ne sais pas s'il existe encore. Il y en avait un à l'aéroclub de La Baule, en Bretagne. Avion marrant, qui a une grande vitre, les portes sont assez accessibles pour monter à l'arrière, pas de problème. Les poignées des portes, c'est les poignées de Citroën qu'on retrouvait sur les 2 chevaux. Enfin, c'est un avion marrant. Et c'est un avion qu'on voit plus trop souvent. Et d'en voir un, je pense que ça méritait qu'on le prenne en photo. Et le dernier, il est basé sur place à La Ferté-Alais. Alors, c'est un Robin 1050, je crois. J'aime bien l'allure qu'il a. C'est vraiment l'avion de touriste des années 60. Franchement mignon, avec un pot.
Il fait un peu de bruit, lui. Et aux commandes, c'est un de mes confrères, c'est François Besse, ancien rédacteur en chef de Piloté, qui a été rédacteur en chef d'Aviasport aussi, qui habite dans le coin et qui fait le pilote navette aussi. Alors, je ne sais plus qui sont à bord, c'est peut-être les pilotes de l'aéronaval, c'est peut-être les pilotes du PC-21. Bon, bref, voilà, il fait la navette avec son Robin. Robin ou Jodel. Et voilà, la Ferté, pourquoi j'en parle? Parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, j'y traîne depuis la fin des années 80. C'est là où je suis pour la première fois monté dans un tracker, puisque les trackers à moteur à piston se posaient sur l'ancienne piste de la Ferté. Et donc un week-end de meeting où j'avais planté ma tente sur le parking le samedi soir, avant de manger. C'est un Robin DR 360. Merci Enzo, tu me sauves la vie. Robin DR 360, vraiment joli quoi. Ouais, ça c'est le genre d'avion que j'aimerais bien piloter. Donc ce week-end-là, j'ai plus la date, hein. Honnêtement, c'est au début des années 90, c'est 92, 93. Je me promène autour des avions et il y avait un tracker qui était là et le pilote qui était en train de fermer son avion, puis il me voit traîner autour du tracker parce que avion qui est c'était le plus gros, enfin c'est un bombardier d'eau. Je commençais à m'intéresser aux bombardiers d'eau déjà à l'époque. Et le pilote me dit ah tu veux monter, je te montre. Et puis c'est là que je me suis inscrit aux commandes de l'avion. Et lui m'a expliqué à quoi il servait, parce que je connaissais le Canadair, mais je connaissais pas le tracker. C'est vrai que j'avais vu passer quelques années avant deux trackers un moteur à turbine qui avaient fait une démonstration à Nogent-le-Rotrou, donc juste à côté de chez mes parents sur la base de la sécurité civile, fait un largage, donc c'est là que j'avais vu les trackers pour la première fois. Il m'avait bien expliqué la mission de l'avion, en quoi il était complémentaire du Canadair, et ça m'avait un petit peu ouvert l'esprit à ces machines-là. Et on voit les conséquences aujourd'hui. Il s'appelait Yvon Taré. Il a quitté la sécurité civile, malheureusement, dans des circonstances un petit peu difficiles. Mais c'était un ancien pilote de Crusader. C'était un peu une tête brûlée, peut-être. Ouais, en tout cas, il m'avait raconté le tracker et c'était intéressant. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine sera sans doute une émission exceptionnelle. Ça fait longtemps que je rêvais de le faire et ça va se faire. Je vais recevoir un invité chez moi. Donc ça ne se fera pas au bureau, ça se fera dans mon salon. Mon ami Jérôme Laval, qui est pilote au Cal Fire, qui est pilote de tracker, bombardier d'eau au Cal Fire, qui a volé avant sur C-130 Tanker, sur DC-4, sur P-3 Orion et qui a fait aussi de l'OV-10 Bronco en Californie, et de passage à Paris avant de prendre la saison. Il s'offre une semaine de repos en France. Il m'a prévenu qu'il était donc à Paris la semaine prochaine. Il m'a dit ouais, tu passes à la maison pour un coup, et je lui ai dit non, on va faire ça différemment. Tu viens à la maison vendredi après-midi et on met la caméra et on va parler de ton métier donc de pilote de bombardier d'eau en Californie. On aura tous les documents qu'il faut et je pense que l'émission elle va pas durer 1 heure. Prévoyez large. Moi, je ne me fixe pas de limite. C'est un invité exceptionnel, c'est un invité en plateau. Je pense qu'on va faire quelque chose qui va ressembler à un jump seat. Je suis en train de préparer ça. On va le faire parler de son métier et des feux de forêt aux États-Unis. Et vous allez voir, c'est un bon client qui n'est pas avare de punchline. Donc, je pense qu'on va passer un bon moment. Voilà, ça, c'est la surprise que je vous réserve pour vendredi prochain. Nouvelle configuration et avec un invité spécial. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine à 18h pour une émission spéciale. J'espère que vous serez nombreux sur le chat pour poser des questions, pour réagir. Et puis, comme d'habitude, il y aura un replay qui sera intéressant. En attendant, moi, je vous dis juste merci d'avoir suivi l'émission. On se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end. À la semaine prochaine.